Bonjour, bon matin. J'ai aucune idée si mes cheveux sont complètement partout. C'est correct? Bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment un grand honneur, un grand plaisir d'être ici. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est aussi un plaisir de découvrir cette belle communauté francophone à Edmonton. La recherche, de nouveaux savoirs, la transmission de savoir dans notre belle langue de Molière, c'est vraiment un plaisir. Donc, merci beaucoup, Hassan, pour tes efforts. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui. Bien. Je vais commencer par vous endormir un petit peu. Parce que je sais que tout le monde... J'ai vraiment déjà mon truc. OK. Peut-être dans la couche. Bon. Je vais commencer par vous lire un peu juste quelques paragraphes de mise en contexte, parce que je pense que ça va mieux vous permettre de comprendre la présentation par la suite. Et puis ensuite, on va passer. Parfait. Donc, on part du grand. Quand on fait la peinture, combien d'entre vous ont déjà fait la peinture? Quelques-uns, merveilleux. Alors, on sait, quand on fait de la peinture, qu'on se recule pour mieux voir son œuvre, pour mieux comprendre est-ce que la composition est bonne. En design thinking, on fait la même chose. On prend du recul pour mieux comprendre les implications granulaires des impacts sociaux du bien. Alors, je vous amène dans le recul avant de plonger dans le plus granulaire. L'Organisation internationale du travail, le Fonds monétaire international, ont averti que l'économie numérique et l'IA générative risquent de contribuer à un recul du droit des femmes, de leur sécurité économique et physique. En réponse à ce risque, le FMI lance sa toute première stratégie de genre en 2022, sa toute première, et a demandé au gouvernement d'intégrer les considérations de genre dans leur politique macroéconomique et financière, rappelant que réduire les disparités de genre est essentiel pour la relance de la croissance économique. Parallèlement, on observe un déclin de près de la moitié des gouvernements démocratiques, tandis que le nombre de pays évoluant vers l'autoritarisme est 2 fois plus élevé. L'autocratisation est en cours dans 42 pays en 2023, touchant 35% de la population mondiale, tandis que la démocratisation progresse dans 18 pays, ne représentant que 5% de la population mondiale. La démocratie et l'égalité des genres sont intrinsèquement liées, car plus la démocratie est solidement implantée, plus il devient facile pour les femmes d'exercer leurs droits politiques, civiques, économiques et sociaux. Face à un recul historique dans tous les pays, en mars 2024, les Nations unies lancent une commission d'accélération du droit des femmes. Nous sommes maintenant en 2025. L'équipe Trump a lancé une guerre contre l'économie canadienne et notre souveraineté, contre la diversité et l'inclusion, et opère ce que plusieurs experts appellent un coup d'État augmenté avec l'IA. Les campagnes de désinformation et de propagande nous proviennent maintenant également de nos voisins, anciens amis des États-Unis. Ma présentation d'aujourd'hui portera sur les implications donc de l'IA générative pour le secteur agriculture pour 3 raisons. D'abord, l'économie créative est le secteur économique qui voit actuellement la plus grande croissance au monde, la croissance la plus rapide. Deuxièmement, les arts sont un pilier de la démocratie, tout comme les médias indépendants. Enfin, parce que la souveraineté, notre souveraineté culturelle est menacée, et celle-ci est essentielle à notre identité et nos libertés individuelles et collectives. L'axe adopté tout au cours de tout mon travail et de la présentation, vous remarquerez, est sensible aux implications genrées et intersectionnelles de l'IA. C'est la fin de la lecture. Maintenant, la mise en contexte, et je vais maintenant procéder à la présentation. Donc, en bref, et Hassan, tu me fais signe, donc on est rendu à peu près à moitié. Merveilleux. Rendu à moitié, tu me fais moitié. En gros, l'idée, je dis qu'il y a différents niveaux de compréhension dans la salle, donc je vais faire un très petit survol rapidement important sur qu'est-ce que c'est l'IA, définir qu'est-ce que c'est l'IA, et un rappel rapide du contexte législatif canadien et international. Mais quand je dis bref, c'est une fiche.
On va ensuite plonger dans des enjeux contemporains, éthiques et sociaux de l'IA. Et puis, je veux terminer avec une présentation des solutions à travers les arts. Je continue rapidement avec quelques chiffres. Je parlais tout à l'heure du potentiel économique de l'IA. L'IA générative peut contribuer, un potentiel de contribuer plusieurs milliards de dollars de valeur à l'économie mondiale. Elle provoque aussi une révolution parce qu'il y a aussi une grande potentiel économique dans des nouveaux secteurs d'IA militaire. L'économie créative, dans cette grande carte de potentiel économique, a une valeur estimée de 2 250 millions de dollars. Ça dépasse la croissance de l'économie mondiale. Les exportations de services créatifs ont augmenté de 29% en 2017 et 2022. Ça souligne leur rôle croissant. Les prévisions indiquent que d'ici 2030, l'économie créative pourrait représenter 10% du PIB mondial. C'est donc vraiment important de se pencher sur l'impact de l'IA sur les arts et la culture, juste, si ce n'est que pour la question économique. Le marché des générateurs d'images, donc générer des images. Tout le monde a déjà essayé de générer des images avec l'IA. Non, c'est correct. Ne soyez pas gênés, vous pouvez avouer. Ah, par contre, moi, je t'ai vu. Le marché des générateurs d'images par IA devrait dépasser 8,7 milliards USD, American Dollars, en 2024, à 60 milliards en USD en 2030, avec un taux de croissance composé de 38 Pour ceux qui s'intéressent à l'économie, c'est très important. Là, on revient à qu'est-ce que c'est l'IA? Est-ce que l'IA est ChatGPT? Non. Est-ce que ChatGPT est une IA? OK. Oh, on est tous sur la même page. Le Canada a proposé un projet de loi qui, malheureusement, est mort au feuilleton dans les dernières étapes du processus, mais je vous lis la définition, parce que c'est quand même une définition qui fait l'objet de beaucoup de discussions ici au Canada. Beaucoup de discussions à l'international, l'OCDE est arrivé à une définition qui est assez semblable. La définition qui avait été adoptée dans le projet de loi C-27 était sensiblement vraiment bien alignée avec la définition de l'OCDE et bien alignée évidemment avec la loi sur l'IA qui a été adoptée récemment en Europe. Il y a une loi sur l'IA qui a été adoptée en Europe il y a quelques mois et qui est mise en vigueur par différentes étapes. Donc, la définition, c'est un système d'IA qui traite de manière autonome, partiellement autonome, des données relativement à l'activité humaine en utilisant des algorithmes génétiques, réseaux neuronaux, apprentissage automatique, pour générer du contenu, faire des prédictions, des recommandations, prendre des décisions. Pourquoi est-ce que c'est important de savoir que, oui, ChatGPT est un système d'IA, mais que l'IA n'égale pas ChatGPT? Il y a une différence vraiment fondamentale. Que ChatGPT, c'est une compagnie. Il y a des propriétaires, il y a des investisseurs qui attendent un retour sur investissement. Ça va avoir une influence sur l'utilisation qu'on en fait. L'IA, c'est une science. C'est un apprentissage automatique. Il n'y a pas de propriétaire de l'intelligence artificielle. On peut, nous, se l'approprier et en faire des outils qui sont utiles dans la société. Donc, je fais toujours une distinction parce que je vais à beaucoup de conférences et beaucoup de gens commencent à avoir une confusion, et donc de revenir à la base et de se rappeler que les deux sont distincts, c'est extrêmement important. Les objectifs du projet de loi C-27, il y a des limites, même si ça avait été adopté, il y a certaines limites, parce que c'est une loi qui se serait appliquée seulement aux échanges commerciaux entre les différentes provinces et avec les autres pays. Ça ne s'applique pas à absolument toutes les différentes implications de l'IA. Mais un des impacts positifs, si ça avait été adopté, c'est que, par exemple, les billets d'un système d'IA qui aurait expliqué le refus d'accorder un emploi ou l'accès à un certain programme d'éducation, mais ça, on aurait pu avoir recours à un tribunal d'IA spécifiquement. Maintenant, on peut quand même aller à la Commission des droits de la personne. C'est juste qu'on va faire face à un niveau de compétence de compréhension de l'IA qui va être différent, puis ça a l'air déjà être problématique dans certaines situations présentement. Là, je veux rentrer, je vais vous donner 3 fiches, OK? Restez avec moi, 3 fiches de statistiques sur l'IA et les femmes, parce que je ne peux pas en parler assez. C'est un sujet qu'on ne veut pas
parler. Je viens de terminer, j'ai fait partie d'un documentaire qui va être diffusé partout en Asie. J'ai eu une longue rencontre avec le directeur, une entrevue. Il me dit, Valentine, là, c'est en ligne, c'est broadcast partout en Asie. Le sujet du billet, les directeurs m'ont dit que je ne pouvais pas le rentrer. Le sujet des billets est souvent escamoté, c'est pas sexy. C'est un peu comme parler de pauvreté. Il y a comme quelque chose qui n'est pas sexy là-dedans, on ne veut pas en parler. Mais l'équité des genres a un potentiel économique plus grand que le potentiel économique de l'IA en adoptant. Alors, adoptons l'équité des genres. Alors là, je vous rentre dans un groupe de statistiques pour qu'on s'en rappelle, puis qu'on se dit, quand l'intelligence artificielle, elle représente quelle intelligence? On a 80% et plus de professeurs en IA qui sont des hommes. Seulement 15% des chercheurs en IA chez Facebook, 10% chez Google sont des femmes. Seulement 22% des professionnels en IA partout dans le monde sont des femmes. Seulement 9% des travailleurs en STEAM sont noirs. Une start-up sur 5 en tech inclut une femme comme fondatrice. Je continue. Au Canada, les salaires des femmes qui sont en IA sont plus bas que celui des hommes. Et le revenu des entrepreneurs qui sont femmes en IA sont aussi plus bas. Ils ont aussi moins accès à du financement pour leur start-up. Les femmes sont plus affectées par la fracture numérique. Souvent, les femmes ne sont pas intéressées par l'IA. Il y a une certaine fracture numérique qui s'explique par le manque de compréhension, le manque d'accès aux outils. Et donc, ça s'explique par différents moyens. Les femmes sont plus ciblées et victimes de violences en ligne également. Les femmes noires, racisées, autochtones, LGBTQ, les femmes en régions éloignées ou les femmes autrement marginalisées sont doublement affectées par les défis que je viens de mentionner. Là, on commence à amener notre tunnel vers le secteur art et culture. Et pourquoi ce rétrécissement-là est important à visualiser en termes de chiffres. Il y a un travailleur canadien sur 26 qui est un professionnel culturel, un professionnel du secteur des arts. Et un travailleur canadien sur 116 est un artiste. La moitié de ceux-là, et plus que la moitié dans certaines disciplines comme en art visuel, sont des femmes. Et en art visuel, les illustratrices, par exemple, font partie des premières à être affectées à observer des pertes de revenus suite au déploiement irresponsable de l'IA générative. Là, on commence à rentrer dans les images qui sont projetées de l'IA générative. Je veux juste souligner une recherche qui a été faite qui démontre que l'IA générative ne veut pas juste refléter les biais humains, elle les amplifie. Donc ça, c'est important à se rappeler. C'est pas juste « Ah, c'est parce que nous, comme société, on est sexiste, on est raciste, donc ben, l'IA va refléter ça, on a juste à mieux faire l'IA pour compenser. » Ça ne fonctionne pas comme ça. L'IA générative, premièrement, juste rappeler en termes de définition, l'IA générative, il y a quelques modèles fondationnels. Hein. Il y a comme quatre modèles fondationnels. On a ChatGPT, lesquels vous m'en nommer Gemini, Anthropic, Copilot. Donc, ces IA génératives qui vont générer des images, qui vont générer du contenu, elles ne font pas que refléter ces biais-là, elles vont les amplifier. La sexualisation, la discrimination. Et ça a un impact au niveau de qui on va voir en image dans certains emplois ou commettre certains crimes. Comment l'histoire va se terminer. Si on demande à une IA de se terminer une histoire et qu'il y a des enfants, bien, souvent, l'histoire va se terminer avec premièrement, un couple très traditionnel, des tâches traditionnelles. S'il y a un conflit avec les enfants, ça va être les femmes qui vont aller s'en occuper, par exemple. Il y a même une recherche qui a démontré que si, on parlait de ça hier au souper, que si on dévoile qu'on est une femme, en parlant avec ChatGPT, il ne va pas nous parler de la même façon, nous donner les mêmes réponses que si on est un homme. Donc, c'est juste important à souligner. Donc, là, au fur et à mesure qu'on commence à intégrer ces outils-là dans comment on raconte nos histoires, on va commencer à les intégrer à la génération d'images, à la génération de vidéos, à nous aider à terminer une histoire, à faire un sommaire d'un texte qu'on veut intégrer dans une histoire. Donc, bref, ces outils-là commencent à s'immiscer dans comment on raconte une histoire. Et là, on se rappelle aussi
qu'il y a une sous-représentation des femmes qui utilisent les outils aussi. Donc, ces deux effets-là combinés font en sorte qu'on risque d'arriver à ce que j'appelle une érosion culturelle genrée. C'est-à-dire qu'il va y avoir un manque de représentation de certaines perspectives dans les images et l'histoire qu'on raconte si on adopte l'IA générative de façon irresponsable, sans tenir compte de ces impacts-là. L'autre élément que je voulais souligner, puis là je vais commencer à vous raconter des cas plus pratiques des projets sur lesquels j'ai travaillé. Pourquoi le poire? Bon, je vais vous raconter l'histoire. En 2019, j'ai eu la chance de faire le tour du Canada avec le soutien du Conseil des arts du Canada pour rencontrer des centaines d'artistes. Donc, on est en 2019, l'IA générative n'existe pas, alors on parle des vrais mots, c'est-à-dire Natural Language Processing, l'apprentissage du langage naturel, le text-to-image, donc produire des textes qui produisent des images, donc on est en image par ordinateur, donc on parle des aspects plus granulaires de l'IA, qu'est-ce qui fonctionne, et on demande aux artistes, voici comment l'IA fonctionne, quels seraient les impacts potentiels pour vous, pour votre pratique artistique, pour votre communauté, et quel impact vous voulez-vous avoir sur l'intelligence artificielle. Donc, je vais en parler un petit peu plus un peu plus tard, mais dans ce contexte-là, moi, je m'amuse beaucoup avec un outil gratuit qui s'appelle Runway ML. Des gens qui ont déjà essayé d'utiliser Runway ML. Donc, Runway ML, c'est un outil qui est gratuit ou payant. À l'époque, c'était complètement gratuit. Et je pouvais rentrer des textes. Donc, je rentrais des textes que les artistes me donnaient et ça me générait une image. Bon, ça, c'était à l'époque, quand ça générait des images, c'était comme assez flou et poétique encore. Et un soir de Saint-Valentin, je m'amuse et je dis à mon mari, regarde, on va s'amuser, dans ma version un peu geek de m'amuser. Femme, beauté, imperfection, je rentre ça dans Runway et puis ça me sort une poire. Je dis, là, franchement, pourquoi ça sort une poire? C'est un peu abstrait la poire, mais comment tu devinais une poire? Je me dis, hey, c'est une imperfection. Alors j'ai tout fait une recherche pour essayer de comprendre, est-ce que c'est les données ou est-ce que c'est comment on a entraîné l'attention dans l'algorithme? Pourquoi on est arrivé à cette image-là? Donc, avec ces questionnements et cette recherche, on a développé une application. L'application a fait le tour de 40 pays. On a demandé aux femmes, aux personnes non-binaires, de redéfinir, donc aussi d'apprendre un peu qu'est-ce que c'est de l'apprentissage du langage naturel automatisé. Donc, de redéfinir les mots genre et beauté et imperfection. On a reçu près de 10 000 mots. Et l'idée, c'est avec ces mots-là, bon, c'est sûr qu'on ne veut pas faire un LLM avec 10 000 mots, mais on voulait s'en servir comme exercice artistique pour mieux, comme exercice dans le fond de littératie algorithmique, et voir si on était capable de contrer les biais avec cet exercice-là. Donc, tout ça a commencé avec une poire. Donc, c'est pour ça que si jamais vous voyez dans mes présentations qu'il y a des poires, c'est parce que c'est devenu un thème un peu chez nous. Et ça ici, c'était juste ma petite fiche de transition entre les deux, parce que l'autre chose que je veux rappeler, c'est que le poids de contrer les biais en IA retombe souvent sur les personnes ou les communautés qui sont victimes des effets négatifs de l'IA. J'ai eu la chance de travailler avec un organisme culturel autochtone pour améliorer un algorithme de détection de haine en ligne. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer ça? Bien, il faut améliorer la qualité des données. Donc ça veut dire qu'il faut que tu t'assoies avec les personnes qui sont victimes de misogynie puis de haine anti-personnes autochtones pour analyser des tweets, pour savoir ça, c'est-tu de la haine, c'est-tu de la colère, c'est-tu une colère empathique? Hey, il faut vraiment que tu vives toutes ces émotions-là pour être capable de noter les données avec un financement de peanuts. Okay? Donc, c'est pour le projet Poire-IA, je l'ai envoyé à OpenAI à l'époque, je l'ai envoyé au MILA à Montréal, j'ai envoyé à plusieurs organismes pour essayer d'avoir du financement pour faire cette recherche-là. On ne l'a jamais reçu. C'est en 2023, bon, ça ici, j'y reviendrai, c'était juste pour dire que le Tour du Canada, dans le fond, c'était en 2019-2020. Et puis, on avait demandé aux artistes, justement, comment voulez-vous avoir un impact sur l'IA, donc pas seulement passif, mais vraiment, si vous aviez une gouvernance, des politiques à émettre, quelles seraient-elles? Et ce rapport-là, je l'ai soumis et présenté aux Nations Unies qui ont souligné le rôle des arts dans la gouvernance de l'IA.
Donc, je reviens à ma poire. Ma poire est devenue une Selkie grâce au prix que j'ai reçu de Mozilla. Ils offrent des prix une fois par année ou 2 ans, c'est pas toujours très, très régulier, mais il y avait eu un appel pour utiliser les médias créatifs pour repenser une IA responsable, et j'avais fait partie des 11 récipiendaires pour créer une exposition en ligne, 12 pièces d'art, qui est inspirée des 10 000 mots qu'on avait reçus. Donc, faire l'analyse de ces 10 000 mots-là. C'est beaucoup de mots. Est-ce que je me suis servi de ChatGPT, de Perplexity AI? Je me suis servi de différents outils pour faire des analyses et contre-analyses. C'était très utile, c'était vraiment le fun parce que je peux dire, est-ce qu'il y a un thème qui ressort de ces mots? Est-ce qu'il y a une émotion qui ressort de ces mots? Donc, c'était intéressant de pouvoir me servir moi-même des outils d'IA pour être capable d'analyser ces mots-là et contribuer à la réflexion. L'exposition, je ne rentrerai pas dedans, mais elle est encore en ligne, c'est interactif. Il y a aussi un outil d'IA à la fin. Donc, si vous signez le livre d'or, comme si vous alliez à une vraie exposition, le livre d'or, en fait, c'est pol.is, qui est un outil qui a été développé à Taïwan pour favoriser l'adoption de politiques publiques de façon plus démocratique. C'est un outil qui utilise l'IA, donc quand les gens rentrent leurs commentaires et leurs questions, ça va créer des graphiques et voir s'il y a des oppositions entre les différentes réactions. C'est juste intéressant à regarder. À travers tout ce processus-là, puis si on commence ici là, en 2019-2020, j'avais émis des recommandations de meilleures pratiques qu'on utilise l'art pour explorer l'éthique de l'IA. J'ai mis en pratique moi-même ces meilleures pratiques-là pour le développement de l'exposition frontière algorithmique. Et j'avais aussi fait un premier appel à projet parce que j'ai pu donner moi des bourses à d'autres artistes en soumettant ces meilleures pratiques-là comme guide pour voir quel serait l'impact sur le type de projet qui en ressortait. Et là, ben, on est rendu 2023. Ici, là, il s'est passé en 2022, qu'est-ce qui s'est passé? Dali est sorti. Alors là, mon téléphone, il n'a pas arrêté de sonner. Beaucoup d'organismes culturels qui ont commencé, qui m'appelaient. On est un peu en panique. Là, il y a la propriété intellectuelle qui est en jeu. Les questions plus poétiques que je me posais en 2019, que je génère des images, mais qu'elles ont l'air d'un peu de tout et de rien. Ben, la question de la propriété intellectuelle que je posais à l'époque, elle était plutôt théorique, mais là, elle devenait extrêmement réelle, alors qu'on avait des preuves qu'il y avait des images qui avaient été volées d'artistes vivants qui ont misère à gagner leur vie. Ou même s'ils gagnaient leur vie, tant mieux pour eux, ils la méritent, et puis on n'a pas d'affaire à aller voler leur travail. Donc, pour être capable de continuer ce travail-là, qui est mené par mon OBNL, à l'Alliance Impact IA, qui est partenaire de l'événement aujourd'hui, j'ai fait une demande, encore une fois, au Conseil des arts du Canada, qui a été acceptée, pour créer un pôle d'expertise art, IA, droit et société. Le pôle d'expertise, l'idée, c'était de rassembler des experts autour de questions, mais que ce seraient les artistes qui allaient porter les questions. Et on a donné 3 bourses à des artistes qui explorent l'utilisation de l'IA générative. Et on a combiné ça avec l'appel, c'était pour artistes qui s'intéressent aux implications juridiques et économiques de l'IA, tout particulièrement. Donc, un artiste qui s'intéresse à la propriété intellectuelle, mais qui, comme artiste, a envie de s'en servir comme outil, mais qui se sent mal à l'aise dans cette espèce de situation-là, de la même façon que moi, je me sentais mal à l'aise pendant que je faisais cette production-là, ici. Mais si je génère une partie de l'image, mais que je joue avec l'autre partie de l'image, que je peins, puis que je la mets, que je la superpose, qu'il y a une partie vidéo, à un moment donné, elle est où ta propriété intellectuelle? Parce qu'il y a tout un processus de création. Là, maintenant, les tribunaux commencent juste à nous donner des petits aperçus de réponse. Quand c'est un collage, on peut accorder la propriété intellectuelle à l'humain qui a fait le collage en utilisant des outils d'IA. Quand c'est généré tout simplement à l'IA, généralement, les tribunaux vont refuser avec raison l'accord de propriété intellectuelle. Donc, je reviens au programme hors la loi. Ça, c'est le programme de bourse qui a été créé et on termine. Je suis en train de rédiger le rapport présentement.
Donc, on a offert 3 bourses à 3 artistes qui s'intéressent à ces implications juridiques et économiques. Et on leur a demandé de lire et de s'inspirer, pas suivre à la lettre, mais de s'inspirer des recommandations de meilleures pratiques commissariales que j'ai mis de l'avant. Et on les a intégrés dans la grille d'évaluation. Ça, c'était vraiment la deuxième fois, mais tu sais, les bourses de 5 000 ça commence à valoir la peine. On a mis un jury en place, puis on a discuté de la grille d'évaluation, puis de l'impact de ces meilleures pratiques-là. Donc, je vous en parle un peu rapidement. Vous pouvez aller toutes les lire, sont en ligne. Je veux juste aussi souligner le beau travail. Cette illustration-là est magnifique, non? Ça, c'est un ami, Sébastien Thibault. Tu connais? Oui! Je viens de la table. Quoi? Je viens de la table. Non! J'ai grandi à Cap-Saint. Excusez, on est rendu à Gaspésie. C'est ça. Alors, c'est Sébastien Thibault, qui est un illustrateur très reconnu dans le domaine de l'illustration politique. D'ailleurs, vous allez en voir plein à la Trump qui a fait récemment, qui sont absolument explosives et merveilleuses. Alors, je lui avais demandé d'exprimer ici dans une illustration comment l'art vient nourrir les algorithmes et ces algorithmes-là se transforment en argent, en signe de dollar, et qui reçoit ces dollars-là? C'est une question fondamentale qu'il faut se payer. Donc, c'est ça, c'est Sébastien qui a fait notre belle illustration. Dans les meilleures pratiques, donc quand on utilise l'art pour explorer l'éthique des liens, ça peut facilement devenir du marketing. Ça peut facilement devenir du lobbying. Donc, comment est-ce qu'on peut protéger, puis j'ai dit ça, mais c'est parce que le nombre de résidences artistiques qui sont tenues à l'intérieur de laboratoires d'IA n'arrête pas d'augmenter. Le nombre de conférences en sciences informatiques qui parlent en génie, qui ont des résidences ou des conférences sur définir l'art ne cesse d'augmenter et c'est très dangereux. C'est au secteur culturel de définir qu'est-ce que c'est l'art, pas au secteur informatique, génie. C'est vraiment une définition qui doit rester menée et portée par le secteur art et culture. Donc, très sommairement, reconnaître la dimension politique de l'IA. Dans le fond, il faut aussi reconnaître la dimension politique de l'art, tout simplement, mais c'est tout particulièrement important quand on se sert de l'IA pour faire de l'art, afin de promouvoir une co-création responsable, équitable et durable. Il faut créer des scénarios d'engagement et stimuler ce que j'appelle l'agentivité individuelle et collective. Peut-être pas nécessairement stimuler, mais ça vient d'une recherche qui était faite en art pour réflexion sur les changements climatiques. Et puis, je trouvais que ça s'appliquait bien. C'est-à-dire que quand tu allais voir une exposition sur les changements climatiques, l'impact des changements climatiques, si la personne, les gens qui y allaient, ressortaient avec un sentiment de dystopie, oh my god, je peux rien faire, alors les gens ne sortent pas avec un sentiment de pouvoir d'action. C'est ça que je veux dire par agentivité. Tandis que quand l'exposition faisait en sorte que les gens ressortaient avec « oh, c'est sérieux, mais j'ai un pouvoir d'action », là, les gens avaient un plus grand enthousiasme et ça portait vers tu sais, ils faisaient un suivi après. Oui, ben moi j'ai changé ça, j'ai changé ci, j'ai changé ça. Donc, je trouve que c'est extrêmement important de ne pas y aller avec la dystopie. Autre petit élément cocasse, en 2018, il y avait une grosse rencontre à New York avec des gens comme Russell et tout ça qui sont très très connus dans le domaine. Mais quand j'avais mentionné le fait d'utiliser les arts pour engager les citoyens dans une réflexion collective, les organisateurs s'étaient retournés vers moi rouges, en colère. C'est comme, comment osez-vous vouloir engager les citoyens dans une conversation sur ce sujet? Il faut stimuler la peur. Mais ce que tu fais la peur, c'est que tu stimules la peur. Les gens ne vont pas en action, ils ne vont pas s'intéresser, s'approprier ou gérer les risques, peu importe que ce soit, que les gens décident de faire. Autre élément, privilégier les espaces publics, diversifier les lieux d'interaction, les musées traditionnels. Je sais, moi j'adore les musées, mais j'ai plus que 50 ans. C'est pas tout le monde qui va au musée. Alors, si on veut rejoindre un autre groupe d'âge, un autre
un autre lieu, une autre façon d'apprendre. Il y a un chercheur, là, si vous allez voir la recherche qui est derrière ça, c'est un document de 6000 mots à peu près. Il y a toutes les références des différentes recherches au soutien des meilleures pratiques. J'oublie son nom présentement, mais lui parle de la littératie des données en mettant des boîtes de carton dans un parc public. Alors, tu sais, c'est vraiment de diversifier, puis dans le fond, l'objectif, c'est d'accroître l'accessibilité à ces réflexions-là. Reconnaître la pluralité des savoirs, valoriser différents types de connaissances dans les processus participatifs, valoriser l'authenticité, des objectifs concrets. Si on parle, par exemple, ça vient se rejoindre un peu avec l'autre élément d'inclusion. Pourquoi est-ce qu'on inclut? Qui va bénéficier du projet, ultimement, réellement? Donc, il n'y a pas beaucoup de femmes en IA, mais on veut qu'elles viennent participer au projet. Il y avait l'autre jour une annonce dans le journal pour un emploi. On cherchait une fondatrice. Je me suis dit, comment est-ce que vous faites pour chercher une fondatrice? Mais c'est parce que c'était un projet pour étudier l'IA en santé ménopause. Alors, mais c'était 2 gars qui partaient. Alors, ils n'osaient pas trop être les fondateurs. Alors, ils cherchaient une fondatrice. J'y écris parce que je le connais, hein, c'est Dialogue, hein, tu connais. Alors, j'écris un cofondateur de Dialogue. Tu me payerais combien si j'y vais, là? Parce que là, tu es fondatrice, il faut que j'adopte l'idée, hein, faut que ça devienne de moi. Non, c'était comme 150 000, être fondatrice. Je refuse des belles jobs. Donc, quand on parle diversité et inclusion, ça c'est comme l'opposé. Bon, 150 000, ça aurait été bien, mais la valeur, elle est où vraiment pour qui quand on parle de diversité? Autre belle recherche qui sort dans le fond de Montréal, de la SAT, qui a fait une recherche sur la Société des arts technologiques, sur le apprendre ensemble. Donc, quand on vise l'apprentissage immersif et tout, comment est-ce qu'on apprend mieux? Et c'était pas seulement d'être en immersion toute seule dans sa bulle, mais en immersion avec d'autres autour de nous, l'apprentissage était meilleur. Donc, si on veut parler d'apprentissage sur le... C'est moitié? Ah, 5 minutes. J'ai manqué la moitié. OK. OK, c'est bon. Je vous invite à lire les beaux petits 6000 mots, je vais passer au travers, mais apprendre ensemble, on apprend mieux. Et donc, j'en arrive. Combien de pages? Il me reste déjà 1, 2, j'ai presque fini. OK. L'éducation à l'IA par les arts. Donc, je comprends qu'on a beaucoup d'éducateurs parmi vous là, qui ont un rôle de favoriser l'apprentissage. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de comprendre que l'éducation à l'IA par les arts, il y a des implications politiques, puis il faut les accepter. On est dans une ère où est-ce qu'on ne peut pas vraiment en faire abstraction. Nos données de ChatGPT, quand on écrit toutes nos idées, nos sommaires, c'est pas grave, même si elles sont logées au Canada, en cas de raison de sécurité nationale, elles peuvent être réquisitionnées et envoyées aux États-Unis. Quand on enrichit des systèmes comme ChatGPT, on enrichit une multinationale américaine qui collabore avec le gouvernement Trump. Affaiblir le secteur art et culture, c'est affaiblir notre démocratie. Donc, continuons pas d'investir seulement dans l'IA, mais investissons dans l'art et la culture, dans la création du contenu diversifié. Et mes mots-clés, moi, personnellement, pour 2025, c'est souveraineté numérique et cyber-résilience. Je n'ai pas de réponse 100% concrète, mais je sais qu'on fait face, le Canada, à des vagues croissantes de propagande, de désinformation. Qu'est-ce que ça veut dire, non pas juste la cybersécurité, mais être cyber-résilient? Il y a plusieurs composantes, justement, au niveau de la résilience sociale, de faire confiance à notre esprit critique, à notre créativité, à notre capacité de collaborer avec d'autres. Mais comment est-ce qu'on y arrive exactement? Le Canada a un écosystème d'IA qui est fort. Comment est-ce qu'on va se saisir de cette opportunité-là et la garder souveraine? Comment est-ce qu'on peut créer une IA qui est canadienne et responsable? Une des solutions que je mets de l'avant, c'est un mot que j'ai défini, trouvé à un moment donné, j'ai fait créativisme. C'est bien que c'est ça qui fait comme un bon sommaire de mes pratiques que je mets en place.
Alors, je le définis comme application intentionnelle et stratégique de la créativité en tant qu'activisme, études juridiques et critiques économiques pour façonner la gouvernance de l'IA et la politique culturelle. Et le dernier symposium là, que j'ai tenu avec les différents artistes portait justement sur le créativisme en art. J'ai oublié de parler, on a eu 41 applications de partout dans le Canada. Il y avait une majorité d'hommes blancs qui étaient très au fait de l'IA dans les applications. Mais quand on appliquait les 8 meilleures pratiques commissariales, c'est 3 projets de femmes, une femme autochtone du BC, une femme de Montréal qui travaille avec les communautés dans Montréal-Nord et une autre jeune super trippante qui ont été sélectionnées comme étant boursières et lauréates. Donc, je voulais juste le mentionner que, puis quand je leur ai parlé des meilleures pratiques, des fois, ils avaient même pas lu. Ils ont dit, oh oui, c'est là, ça, c'est comme dans ma pratique, ça, c'est ce que je fais. Et puis quand j'ai mis le mot créativisme, ils ont dit, oui, on est des créativistes. Alors, je pense que c'est peut-être une fibre qui vient toucher les artistes. Je vous laisse avec une question, comme je l'avais promis. Je suis représentante d'une compagnie qui s'appelle IA Ouvert, c'est un nom fictif, et je vous offre un agent IA conversationnel qui s'appelle ChatGPT données. Et puis, je l'offre gratuitement. C'est gratuit. Combien de personnes acceptent? Hassan, c'est gratuit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Valentine. C'est vrai, j'ai oublié de souligner que Valentine est la fondatrice là, pour de bon, d'Alliance Impact IA. On a quelques minutes pour quelques questions. On a un bon 5 minutes pour des questions. On a un micro d'abord. Valentine, tu as parlé qu'on a une expertise incroyable en IA au Canada, mais est-ce qu'on a des produits, est-ce qu'on a des compétiteurs au ChatGPT ou autres qui sont canadiens actuellement? Le seul que je connais, c'est Cohere, qui est basé à Toronto. Il semble, soit qu'ils n'ont pas la capacité d'offrir leurs produits gratuitement, comme le fait ChatGPT, OpenAI, pour des raisons évidentes. Mais l'autre alternative à laquelle je réfléchis beaucoup, c'est que je trouve qu'il est important, c'est qu'on peut s'approprier l'IA sans nécessairement s'approprier l'IA générative puis des LLM. Les LLM, c'est les modèles de langage large, les modèles fondationnels qui sont bâtis dessus. Dans le fond, ceux-là, ils sont américains et généralement parlant. Il y a juste Cohere à Toronto qui est principalement, surtout canadien. On n'en a pas beaucoup d'alternatives d'IA générative canadienne. Les modèles fondationnels, il y a des outils ouverts, comme Llama, Gemini. Ils vont avoir un modèle fondationnel sur lequel on peut bâtir. Et quand on bâtit dessus, on appelle ça un Retrieval Augmented Generation System, donc un retrait augmenté de l'IA générative. Je ne suis pas capable de traduire ce mot-là. C'est quoi en français? En tout cas, on dit un RAG, c'est une guenille que tu mets par-dessus un autre modèle fondationnel. Et il y a beaucoup de compagnies au Canada, de petites startups qui fonctionnent comme ça, ils vont bâtir par-dessus. Et ça a l'air d'être un outil interactif conversationnel, mais la base en dessous, elle est toujours américaine dans le fond. Moi, j'attends que le Canada, que quelqu'un dans notre merveilleux écosystème, nous crée un modèle fondationnel canadien, même s'il est moins parfait, même s'il est moins performant. Je pense que ça serait absolument essentiel pour arriver à une souveraineté numérique partielle, hein, parce que il y a nos systèmes infonuagiques, l'accès Internet dans le Nord qui c'est Starlink Starlink, ça appartient à Elon Musk. C'est notre souveraineté numérique, on n'y arrive pas demain matin, mais je pense que c'est important de réfléchir maintenant. Excellent.
Oui, merci beaucoup Valentine. Il y avait beaucoup de pistes. J'ai d'abord une petite question relative au test que tu as fait passer à cette IA. J'ai pas retenu le nom. Femme, beauté, imperfection, qui donne poire, une forme de poire. Tu disais avoir cherché une forme d'explication, ou en tout cas une espèce de justification qui amènerait l'IA à cette forme-là. Alors, ma question est très simple. Est-ce que tu as trouvé des éléments qui expliqueraient ce lien entre ces mots et cette représentation? Est-ce qu'il y a des éléments que tu as pu trouver dans cette recherche? Et puis aussi, une deuxième petite question, enfin petite, tu n'es pas obligé d'y répondre là. Comment est-ce que tu utilises l'IA générative dans ton propre travail artistique? Je recommande vraiment d'aller voir ton site et ton exposition, c'est absolument fascinant. Et donc, comment tu intègres ces outils? Quel est l'impact justement de cette IA générative sur ta pratique artistique? Merci beaucoup, c'est une excellente question. Quand j'ai fait la recherche pour Fair AI, pourquoi une poire, ça menait à deux pistes. La première, c'était évidemment les jeux de données. Les données sont biaisées. Qu'est-ce qu'on a? C'est garbage in, garbage out. Mais il y avait aussi une autre théorie qui est intéressante parce que comme artiste, c'est un peu comme agir comme commissaire. C'est-à-dire, où est-ce que tu entraînes ton algorithme pour mettre dans quel poids tu vas mettre, où tu mets l'attention de l'algorithme, où est-ce que tu le diriges. Donc ça, c'est un travail, si j'étais artiste computer scientist, je dirais que c'est un travail de commissaire parce que tu diriges un peu l'attention et l'impact final. Mais depuis 2022, les systèmes multimodales qui sont dans le fond les systèmes des LLM, des ChatGPT qu'on utilise maintenant, cette réponse-là est plus ou moins désuète, c'est-à-dire qu'on a encore le problème des jeux de données, mais la direction. En fait, le rôle de commissaire, de directeur artistique dans le processus de développement d'une IA générative, ça demeure, ça aussi, je veux dire, très superficiellement parlant. Puis en fait, il y a des discussions au sein du gouvernement du Canada présentement pour définir ces outils-là comme étant avoir un rôle de commissaire. Parce que juridiquement, ça a des implications différentes si tu vois ces outils-là comme étant comme les orientant vers différentes ressorties. On peut regarder, par exemple, les implications politiques. ChatGPT est un des plus biaisés politiquement, apparemment, quand tu regardes les ressorties. Donc, il y a un travail d'interprétation qui est fait quand on développe ces outils-là. Merci beaucoup. S'il vous plaît, je vais lever la main. Merci. Merci pour l'invitation. Merci Valentine.